Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marie et comme l'année touche à sa fin, c'est le moment de faire une petite vidéo de mes lectures préférées de l'année 2024. J'ai lu cette année un total de 104 livres. Sur ces 104 livres, 77 étaient des livres français, 26 étaient des livres que j'ai lus en anglais. Le choix a été très difficile à faire parce que j'ai eu énormément de bonnes expériences de lecture cette année. J'ai donc déjà fait cette vidéo en anglais, elle a déjà été postée. Vous vous rendrez compte en regardant cette vidéo que mes lectures préférées de l'année en VO, enfin en anglais, ne sont pas les mêmes que celles en français, pour la simple et bonne raison que je ne pouvais pas vraiment recommander mes lectures préférées en français à un public anglophone parce que je sais que pour la plupart c'est des livres qui n'ont pas été traduits, donc ils n'auraient pas pu les lire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire très très simple. Ma vidéo en anglais n'aura que des livres que j'ai lus en VO dans mes livres préférés et ma vidéo en français n'aura que des livres français dans mes livres préférés. Cela dit, il y a une mention spéciale à la fin pour ceux qui veulent voir très très rapidement quelques-unes de mes lectures préférées en anglais. Pour la plupart, tous ces livres-là, je vous en ai déjà parlé dans des points lecture. Donc normalement, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous devez déjà les avoir vues passer. Et sans grande surprise, la plupart de ces livres que je vais vous montrer sont des livres que j'avais déjà annoncé être plus tard dans ma vidéo des livres préférés de l'année. Sans grande surprise. Sans plus tarder, on va commencer parce que cette vidéo va être longue, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Tout d'abord, je me dois de vous parler de Pallas de Marine Carteron. Ça raconte tout simplement l'histoire de la guerre de Troie et le rôle que les dieux y ont joué. C'est donc évidemment une histoire qui s'inspire de plein d'autres histoires, hein, puisque la guerre de Troie, c'est un événement qui a été conté, chanté, repris probablement 1 milliard de fois. Mais voilà, cette fois-ci, c'est Marine Carteron qui le fait, et elle le fait, mais divinement bien. C'est pas la littérature que Marine Carteron a l'habitude de faire, je suppose, parce que de tout ce que j'ai lu avant d'elle, elle est plus dans la dystopie. Donc c'est vrai que la voir s'atteler à ce gros morceau qu'est la guerre de Troie, je m'étais dit... J'avais quelques réticences, mais d'un autre côté, pas trop, parce que c'est Marine Carteron. Donc j'ai été réticente 2 secondes, et après j'ai ouvert le livre, et au bout de 3 pages, je me suis dit, ok, aucune inquiétude, cette saga va être incroyablissime, et va potentiellement me briser le cœur. Voilà, ce fut le cas. Merci Marine. J'ai adoré cette saga, ce qui m'a permis de redécouvrir une autrice que j'aime beaucoup depuis que je suis au collège. Tout ce qu'il y avait à dire sur ce livre a déjà été dit dans une de mes vidéos précédentes. Je crois que c'était mon tout premier point lecture sur cette chaîne. Et j'admire énormément le travail de cette autrice, notamment son travail de recherche. Elle consacre à chaque fin de tome au moins une dizaine de pages à sa bibliographie pour expliquer les chants dont elle s'est inspirée, ce qu'elle a modifié, ses choix, etc. Donc vraiment un maximum d'investissement dans son travail de la part de l'autrice. Ça fait toujours plaisir à voir les auteurs qui sont investis à ce point-là dans leur travail et qui expliquent leur choix, parce que c'est vrai qu'en fait avec ce genre de récit, on peut se concentrer sur n'importe quel personnage de la guerre de Troie. Il y en a juste des centaines, il y a plein de héros, plein de sous-histoires en fait sur lesquelles on peut se concentrer. Donc là elle explique vraiment tout, elle nous met aussi en avant les gens qu'elle a rencontrés, les universitaires, tout ça qui lui ont permis d'écrire cette saga, et je trouve ça génial. Donc vraiment, meilleur souvenir de cette année. Autre lecture d'un de mes auteurs préférés, enfin de mon auteur préféré et qui m'a énormément marqué cette année. Il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva. Croyez-le ou non, je n'avais jamais terminé ce livre de ma vie, alors que pourtant je l'ai commencé un nombre incalculable de fois depuis que je suis au collège. Donc allez savoir pourquoi je l'avais jamais terminé, aucune idée. Soit, je pense que honnêtement c'est parce que soit je l'empruntais à des gens qui après me le demandaient avant que je l'ai terminé, ou alors à la bibliothèque et j'avais pas le temps de le finir, ou tout ce genre de trucs. Parce que en fait, c'est une lecture qui est aussi incroyable que La rivière à l'envers. Donc dans Terrienne, c'est beaucoup plus sombre que La rivière à l'envers. Dans Terrienne, on va suivre Anne, qui est une jeune fille qui est à la recherche de sa sœur. Elle n'a plus de nouvelles de sa sœur depuis 1 an maintenant. Elle a disparu après sa nuit de noces avec son mari. Tous les deux se sont volatilisés et on n'a plus du tout entendu parler d'eux. Et Anne, un soir, va recevoir un appel radio de sa sœur qui appelle à l'aide et qui lui dit qu'elle est retenue dans cet endroit étrange qui s'appelle Campagne.
Et donc Anne va se mettre en route pour retrouver sa sœur Gabrielle. Ça va l'amener dans un monde extrêmement hostile aux humains. Jean-Claude Morleva est un auteur qui a énormément de talent. Je pense qu'il n'y a pas un seul de ses livres que je n'ai pas apprécié. Il y en a que j'aime moins que d'autres évidemment, mais tous ces livres sont écrits avec talent, avec brio, et Terrienne, s'il n'y avait pas eu La rivière à l'envers, qui est vraiment le livre qui m'a le plus parlé dans ma jeunesse, et parce que voilà, j'ai lu Terrienne cette année, enfin en tout cas je l'ai terminé cette année, Terrienne serait mon récit préféré, tout simplement pour son originalité. Et j'ai trouvé que c'était un récit qui vraiment ne rentre pas du tout dans les clichés qu'on peut voir sur les extraterrestres ou sur la science-fiction en général. Là, c'est un truc un peu plus fantasy, j'ai envie de dire, alors que pourtant on reste, enfin, les gens qu'elle va rencontrer dans ce monde où sa sœur a été enlevée sont des extraterrestres. Jean-Claude Morleva est juste toujours très original dans chacune de ses œuvres, et voilà, je pense que Terrienne, c'est un très très bon exemple du talent de Jean-Claude Morleva. Donc lisez tous Terrienne, gardez en tête, cela dit, que c'est un récit qui est un peu plus sombre, et même beaucoup plus sombre que La rivière à l'envers, ou vraiment La rivière à l'envers. Je me rends compte maintenant, en lisant ses autres œuvres, La rivière à l'envers c'est tout plein de magie, tout plein de mignonnerie, tout choubidou patate. Là on est sur de la littérature, je dirais, un peu plus adolescente. Terrienne, c'est un livre que je recommande à tous en 2024, et je le recommandais déjà alors que je n'avais même pas fini de le lire en 2011. De toute façon, je ne recommanderai jamais assez Jean-Claude Morleva finalement, hein. Ensuite, nous avons ce tout petit livre de Timothée de Fombelle qui, je pense, mérite sa place ici. Il s'agit de Céleste, ma planète. Donc c'est un livre qui fait moins de 100 pages. Aussi petit soit-il, j'ai trouvé que c'était un livre très bouleversant. Ici, on va suivre un jeune garçon qui vit dans un monde où la nature n'a plus du tout ses droits. Des immeubles partout, du béton partout, bref, plus aucune once de nature. Le monde tombe complètement en ruine. Et ce jeune garçon va un jour rencontrer Céleste. Et Céleste, elle est malade, elle est extrêmement malade, et personne n'arrive à savoir ce qu'elle a, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, Céleste est malade parce que la planète est malade, et parce que la planète est polluée par les hommes depuis des années, depuis des générations, et ce petit garçon va donc entreprendre de sauver Céleste en sauvant la planète. J'ai trouvé que c'était une idée vraiment super pour amener les questions d'écologie chez les jeunes, pour se rendre compte que en fait si la planète était un humain, on s'en occuperait bien et tout de suite. Donc voilà, il y avait beaucoup d'émotions dans ces 90 pages, et je ne m'y attendais pas à être autant bouleversée par un livre aussi petit, et surtout pas de Timothée de Fombelle, parce que c'est pas un auteur que moi j'apprécie particulièrement, voilà. Et pourtant, en 90 pages, alors que l'auteur n'avait pas besoin de faire tant que ça un fond de dystopie vraiment développé, et ben j'ai trouvé que c'était vachement bien développé pour un truc qui est aussi petit. Et j'aurais bien aimé qu'il y consacre vraiment un roman plus long, parce que j'ai été vraiment déçue quand j'ai terminé ce livre, dans le sens où j'étais triste de pas avoir eu plus. Donc ça reste évidemment un livre très bien, mais j'étais vraiment déçue de pas avoir eu plus, et de pas avoir pu passer plus de temps avec Céleste et ce jeune garçon dans leur monde extrêmement pollué, extrêmement altéré par la présence des hommes. À part ça, ben, il est dans mes lectures préférées de l'année, donc il a sa place ici. Il faut noter que je ne présente pas ces livres dans un ordre particulier du tout. Voilà, je les ai posés sur une pile et je prends au fur et à mesure, donc il n'y a pas vraiment d'ordre. Par exemple, le premier que je présente, c'est le meilleur ou le moins bien de mes préférés. Enfin, il n'y a vraiment aucun ordre particulier, mais voilà, à un moment donné, il faut que j'en parle un par un, donc j'ai fait l'ordre vraiment comme ça vient. Ensuite, j'ai un livre qui, évidemment, se devait d'être sur cette liste. Il s'agit du Dieu vagabond de Fabrizio Dori. Dans le Dieu vagabond, on va suivre Eustis, qui est un ancien partisan de la cour de Dionysos, sauf que Eustis a été puni par Hécate après lui avoir fait offense, et il va donc errer parmi les mortels pendant toute une éternité, jusqu'à ce qu'un jour on lui offre la possibilité de se racheter et de rejoindre la cour de Dionysos. Donc Eustis va partir pour cette quête qui va l'amener dans plein d'endroits différents,
Et je trouve que c'est une BD qui est vraiment magnifique, qui mêle très très bien réalité et mythologie. Les images sont juste incroyables dans cette petite BD, enfin en tout cas moi j'ai adoré le style de l'auteur. Après j'ai récemment lu le tome 2 qui s'appelle Le Fils de Pan, et même si c'est resté une BD vraiment magnifique, je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même. Donc je vais parler de cette BD comme si c'était une seule BD et qu'il n'y avait pas un second tome après. Mais voilà, pour ceux qui aiment aussi comme moi la mythologie, c'est un très beau récit. Je pense que c'est le récit qui m'a donné envie de lire un peu plus de BD, parce que j'ai tendance à lire énormément de romans, et je ne lis pas beaucoup de BD. Alors cette année, du coup, grâce à ce livre, j'ai lu énormément de BD différentes et c'était très top. Donc j'agrandis un peu mes horizons littéraires en découvrant des œuvres comme celle-ci. Évidemment, j'étais obligée d'inclure Colossal dans ce petit résumé de mes lectures préférées, parce que Colossal, c'est une BD que j'ai découvert en travaillant dans une librairie pendant 3 semaines en tant que stagiaire, et vraiment, il y a 5 tomes, j'ai toujours pas le tome 1 ou le tome 2, j'ai les tomes à partir du troisième. C'est vraiment une BD qui est géniale dans tous les sens du terme. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, Colossal, ça raconte l'histoire de Jade, qui fait partie de l'aristocratie moderne, sauf que ses parents sont ruinés, et donc forcément on pousse Jade à faire les bonnes rencontres avec les bons garçons, ceux qui pourront sauver la fortune de sa famille. Sauf que Jade, elle a qu'un seul truc en tête, elle a 17 ans, elle s'en fout un peu de toutes ces histoires. Il y a qu'un seul truc qui l'intéresse, c'est la muscu. Et la muscu, chez les filles, c'est pas du tout quelque chose dont on parle vraiment, et surtout pas dans le milieu dans lequel Jade vit. Et du coup, son plus gros problème, ça va être, elle veut être musclée, elle veut être forte, et elle veut que ça se voit. Sauf que, évidemment, ses rêves pour son corps ne correspondent pas du tout aux critères de beauté pour les femmes dans son milieu ou même en général. Et donc ça va entraîner tout plein d'histoires, tout plein de choses, elle va se faire des amis, des ennemis. C'est vraiment une très bonne BD avec beaucoup d'humour, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Quand je lis, que ce soit un roman ou une BD, quand il y a de l'humour, moi je suis vendue. La version collector, donc à la fin de la version collector, vous avez un petit dossier sur... enfin, un petit dossier des auteurs sur l'aristocratie et quelque chose de particulier. Par exemple, dans le tome 3, c'est le sport. Qu'est-ce qui est considéré un sport d'aristocrate et comment ça creuse les inégalités, genre le tennis, le golf, tout ça, machin. Du coup, c'est très intéressant à lire ce petit dossier. Et vous avez aussi également un dossier à l'intention de ceux qui veulent faire de la muscu et qui débutent. C'est génial. Vraiment, parce que du coup, bah c'est vrai que personnellement, une des raisons pour lesquelles je vais pas à la salle, c'est parce que je sais pas par où commencer, j'y connais rien, j'ai pas spécialement envie d'être là et de pas savoir quoi faire de mon corps alors que tout le monde est déjà trop musclé, trop badass et tout. Et ce qui est là, qui est vachement bien expliqué, c'est l'espèce d'esprit d'équipe de la salle où en gros tout le monde est concentré sur son truc et puis on s'aide tous les uns les autres. Et ce petit dossier vous permet de choisir un peu quelle machine utiliser, quels aliments consommer en fonction de ce que vous voulez comme résultat, si vous voulez maigrir, si vous voulez prendre de la masse, tout ça. Donc c'était vraiment hyper intéressant, et bon, ça me fera pas faire de la muscu pour autant car je suis une flemmarde, il faut se l'avouer. Mais je trouve que c'est juste une idée géniale, et je pense que c'est une BD qui est pas assez connue et qui devrait avoir beaucoup plus de presse et de reconnaissance, parce que vraiment, je trouve que l'idée est absolument géniale. Ce que j'adore avec les BD, c'est que ça me donne l'impression d'avoir lu énormément, parce que je peux enfiler 8 tomes de BD et ça me prend peut-être autant de temps que lire la moitié d'un roman. Du coup, c'est tout bénef. Ensuite, évidemment, encore une fois, aucune surprise. Quand j'en ai parlé dans ma vidéo point lecture, j'avais dit que ces livres-là seraient dans mes lectures préférées de l'année. Jusqu'ici, je crois que j'ai pas menti. Donc, nous avons Eurydice de Lou Luby et Solène Guivre. Ceci est une BD qui reprend le mythe d'Orphée et d'Eurydice. C'est un mythe que j'affectionne particulièrement, c'est mon mythe préféré de la mythologie. En général, je suis très méfiante quand il s'agit des reprises de mythes qui me tiennent à cœur et que j'aime beaucoup, parce que je suis pas toujours d'accord avec les choix des auteurs ou des illustrateurs. Il y a toujours un petit truc qui ne me va pas. Pourtant là, j'ai vraiment pas été déçue du tout. J'ai trouvé que c'était une BD qui reprenait très très bien le mythe et qui faisait honneur à la fois à Orphée et à Eurydice, tout en restant assez fidèle
au mythe d'origine, alors qu'il y a quand même énormément d'éléments qui sont de la pure invention de la part des auteurs, enfin des autrices illustratrices. Tout leur choix pour cette BD était cohérent. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, ben en fait non, il n'y a pas un seul moment où j'ai pas été satisfaite. À la fin, vous avez un dossier, une page explicative du mythe réel d'Orphée et d'Eurydice. C'est super pour ceux qui découvrent pour la toute première fois et qui n'ont aucune idée de ce qu'était le mythe de base. Donc voilà, j'espère véritablement que ce couple autrice-illustratrice s'attaquera à un autre mythe de la mythologie parce que ben, c'est vrai que c'est un peu une source d'inspiration intarissable. Et vu comment elles l'ont fait très très bien avec Eurydice, j'aimerais beaucoup voir d'autres mythes qu'elles pourraient reprendre. Ensuite, nous avons un livre que j'ai récemment lu et emprunté de la médiathèque. Il s'agit de 12 princesses rebelles de Jessie Burton. Ceci est une traduction. Jessie Burton est une autrice anglaise, si je ne dis pas de bêtises. C'est un conte qui raconte l'histoire de 12 sœurs qui grandissent dans un royaume très lointain dont personne n'a entendu parler, qui s'appelle Kalia. Elles ont chacune leur petit talent et puis leur petit hobby. Il y en a une qui est fan de botanique, il y en a une qui aime beaucoup la musique, il y en a une autre qui adore la peinture. Bref, elles ont tous chacune leur petite passion. Et un jour, malheureusement, leur mère meurt et leur père, le roi, va commencer petit à petit à leur enlever toute leur liberté. Et puis il va finir par les enfermer dans une pièce sans fenêtre. Elles ont le droit de sortir 1 heure par jour parce qu'il veut pas les perdre aussi. Jusqu'au jour où elles vont découvrir une porte de sortie qui va se révéler être salvatrice et une porte de sortie dont personne ne connaît l'existence et une porte de sortie qui est vraiment très inattendue. Donc c'est l'histoire de ces 12 princesses et de leur combat pour leur éducation. C'était une très très belle histoire, très féministe et aussi très bien traduite. Je n'ai pas lu l'original en anglais, ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai pris ça à la médiathèque parce que je m'étais dit que c'était bien et à la médiathèque évidemment ils ont pas la version anglaise. Le style d'écriture est très très beau, très soutenu et à la fois assez enfantin pour que des enfants puissent le lire. Il paraît que c'est une réinterprétation, une réécriture d'un des contes des frères Grimm. Personnellement, je ne connais pas du tout le conte d'origine. Donc pour ceux qui le connaissent, peut-être que ce livre vous dira quelque chose, l'histoire de 12 sœurs, 12 princesses. Et je pense que c'est une lecture qui est super pour des jeunes filles qui sont peut-être en primaire, collège. Et surtout ces rêves de filles, il n'y en a pas un seul qui a moins de valeur que l'autre. Elles sont vraiment toutes mises sur le même piédestal. C'est vraiment une histoire de filles rebelles du coup qui vont se rebeller contre ce qu'on leur a imposé. Et aussi l'histoire d'une fratrie. Ça se dit ça quand c'est que des filles? On va dire que ça se dit. L'histoire d'une fratrie qui est extrêmement soudée. Ensuite, je ne l'ai pas ici, mais je vais vous afficher la petite vignette pour que vous puissiez voir la couverture. J'ai lu très récemment également On ne dit pas Sayonara. Il s'agit du prix Gallimard premier roman 2023, si je vous dis pas de bêtises. Je l'ai lu parce que je suis toujours intriguée de lire les prix Gallimard, surtout que dans ce prix-là, vous avez quand même La Passe Miroir, vous avez Norman n'a pas de super pouvoir, enfin bref, tout un tas de pépites que j'ai lues, que je connais. Et donc je me dis à chaque fois que le prix Gallimard, c'est toujours le prix... ils arrivent à sélectionner la pépite parmi tous les manuscrits. Donc je me suis attelée à cette lecture. Dans ce livre, on suit Élise, qui est franco-japonaise par sa mère est japonaise. Et Élise perd sa mère quand elle a 8 ans. Son père va lui imposer un silence absolu à propos de sa mère. Il veut pas entendre parler de sa femme, il veut pas entendre parler de son pays d'origine. Bref, quoi que ce soit qui puisse lui rappeler sa femme décédée, il ne veut pas en entendre parler. Donc Élise va grandir, 4 ans plus tard, elle a 12 ans, elle grandit en prenant des pincettes et en marchant un peu sur des œufs autour de son père parce qu'elle n'a jamais le droit de mentionner sa mère et elle commence à se poser plein de questions dont la question à savoir comment sa mère est-elle morte parce elle ne sait même pas ça en fait. C'est une très jolie histoire de deuil. Un jour il y a la grand-mère maternelle d'Élise qui débarque en France et là forcément il y a tout qui va se rappeler à eux. Elle va faire des choses pour honorer la mémoire de sa fille. Je crois que c'est une des seules histoires que j'ai lues qui traite de deuil et dont l'un des personnages principaux est très jeune quand ça arrive. Élise a seulement 8 ans.
Moi quand j'ai perdu mon père j'en avais 10. Donc le deuil chez les enfants c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de lire souvent. Surtout quand c'est quelque chose dont on n'a pas spécialement le droit de parler, c'est le cas de Élise. Et j'ai trouvé que c'était... Alors c'est une histoire qui est encore une fois pleine d'humour, qui est très très bien écrite. L'auteur a, je trouve, vraiment un grand talent d'écrivain, enfin selon moi. J'ai trouvé qu'il écrivait très bien, mais pas trop. C'était pas non plus lourd, son style d'écriture, quoi. C'était rapide, simple, efficace et beau. C'était très très beau à lire. Et ça m'a vraiment amené des larmes dans les yeux. Il n'y a pas beaucoup de livres pour lesquels c'est le cas. En général, je pleure comme une madeleine devant les films. Par contre, les livres, ça ne m'émeut jamais aux larmes. Celui-ci, c'est un des rares qui a su le faire, alors que pourtant c'est un livre qui est tout plein d'espoir. Je pense qu'il avait sa place ici parce que c'est vraiment un livre, même si je l'ai lu récemment, je l'ai lu à Noël je crois, donc même si je l'ai lu récemment, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué dans ce sens-là, dans le sens où vraiment j'ai été émue aux larmes en le lisant, en me reconnaissant quelque part dans le personnage principal de Élise, parce que c'est vrai que la mort, même si c'est pas quelque chose, même si on nous impose pas un silence particulier, contrairement au père de Élise, c'est quelque chose dont on parle pas forcément en tant qu'enfant parce qu'on se rend compte que ça blesse les adultes, on se rend compte que ça fait mal, on se rend compte que ça fait pleurer et forcément on a cette réaction naturelle de se dire bon bah ça fait du mal, j'en parle pas. Alors que même si on a des parents, enfin moi c'était le cas de ma mère qui était très ouverte au fait que j'en parle, je me rappelle que j'ai mis extrêmement longtemps à en parler, pas parce qu'on m'a imposé quelque chose que ce soit, mais parce que j'avais pas envie de la faire pleurer, j'avais pas envie de ramener des mauvais souvenirs, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau livre sur la mort, sur la perte, sur le deuil, sur l'amitié aussi, parce que Élise va rencontrer cette année-là une nouvelle meilleure amie qui s'appelle Stella et qui est complètement tarée. Mais bon, c'est Stella. Je vous en parlerai beaucoup mieux dans ma vidéo qui sera dédiée vraiment au deuil, parce que je pense que le deuil dans la littérature, c'est une bonne thématique dont je pourrais parler, surtout que j'ai l'expérience pour le faire. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vais maintenant pouvoir faire des mentions spéciales. Ces mentions spéciales sont les livres que vous trouverez, enfin quelques-uns des livres que vous trouverez dans ma vidéo des livres préférés en anglais, mais je me suis dit il fallait absolument que je vous en parle aussi parce que c'est des livres qui ont tous été traduits en français, donc concrètement si je vous en parle vous pouvez les lire, contrairement aux livres français que je recommanderais en anglais qui sont pas tous forcément traduits dans la bonne langue. Mention spéciale pour Bridgerton 3 et 4 qui sont mes deux tomes préférés de la saga Bridgerton. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga Bridgerton, il s'agit de l'histoire d'amour de 8 frères et sœurs et de l'histoire de leur mariage. Figurez-vous que j'ai lu tous les Bridgerton, j'ai honte d'avouer à quel point j'ai adoré cette saga. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'était complètement addictif. Le tome 3, on suit l'histoire de Bénédicte et de Sophie. On m'a fait la remarque, une de mes bonnes amies m'a fait la remarque qu'elle avait pas spécialement aimé ce tome-là quand elle avait lu, parce qu'elle avait trouvé que c'était trop une reprise de Cendrillon. Ici, vous avez Sophie qui est une bâtarde, son père est un lord et sa mère probablement une servante. Elle est confiée à son père à l'âge de 3 ans. Son père va se remarier avec une femme qui a 2 filles. Ça va devenir le cliché vraiment de Cendrillon avec la mauvaise belle-mère et les mauvaises belles-sœurs. Elle se rend à un bal masqué où elle va rencontrer Bénédicte qui s'avérera être l'amour de sa vie. Enfin, ce livre c'est vraiment une reprise de Cendrillon, mais je vous avoue que quand je l'ai lu, ça m'a même pas fait penser à ce conte tellement c'était bien, vraiment. Le personnage de Sophie est un personnage extrêmement attachant, c'est une des premières filles que l'on voit dans Bridgerton qui ne soit pas un cliché de petite princesse complètement niaise. Elle a les yeux en face des trous, elle a les pieds sur terre, c'est une battante, c'est une rebelle, elle est débrouillarde, enfin bref, c'est une femme qui est complètement pleine de ressources et j'ai trouvé ça très bien. Et évidemment tome 4, Pénélope et Colin, qui n'aime pas Pénélope? On n'attend rien d'elle, elle rentre dans aucun des standards de beauté de l'époque et pourtant elle arrive à nous surprendre. Pénélope, je pense, est mon personnage préféré. Enfin, je veux dire, la meuf a littéralement entrepris un business journalistique. Enfin, ces deux livres-là, enfin, la saga Bridgerton en général, mais particulièrement ces deux livres-là, ont marqué mon année. J'avais vraiment, je les ai lus en une semaine, quoi. J'ai lu un livre par jour pendant une semaine, j'étais incapable de décrocher, ma copine pourra en témoigner. Mention spéciale pour
Punk 57 de Penelope Douglas qui raconte l'histoire d'une fille et d'un garçon qui sont dans des collèges différents et on leur donne pour instruction, ils deviennent correspondants en fait, pendant 1 an ils sont censés s'envoyer des lettres, sauf que quand l'année se termine ils arrêtent pas et pendant 7 ans ils vont s'envoyer des lettres, ils sont meilleurs amis et pourtant ils ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie et ils ont décidé de ne pas se rencontrer dans la vraie vie parce que le concept des lettres mais on s'est pas vraiment quitté, c'est quand même un concept qui est génial. Et un jour, ils vont finir par se rencontrer, ils vont se haïr au premier regard, vraiment se détester. Et c'est Misha, le jeune garçon, qui va d'abord se rendre compte que la fille qu'il déteste, c'est la fille à qui il envoie des lettres depuis 7 ans. Il va se sentir complètement trompé parce qu'il a l'impression que Ryan, c'est le nom de la fille, lui a menti, qu'elle n'est pas pareille en vrai et dans ses lettres, qu'elle n'est pas la même personne du tout. Évidemment, c'est une histoire d'amour. C'est de la dark romance un petit peu, il y a énormément de fesses dans ce livre. Je l'ai autant aimé parce que c'est un livre que j'aurais adoré lire en 2016 quand j'étais au lycée, parce que j'écris énormément de lettres et je me rappelle rêver tous les jours que quelqu'un me lise et que quelqu'un me réponde, le fantasme que j'avais quand j'étais au lycée. Mais vraiment c'est exactement mot pour mot ça quoi, donc je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre, c'est parce que ça a satisfait la moi de 17 ans. Dernière mention spéciale que vous retrouverez dans ma vidéo sur le deuil, c'est sûr, il s'agit de Génial, ma mère est morte de Jennette McCurdy. Pour ceux qui sont des enfants qui ont grandi avec la télé, vous connaissez Jennette McCurdy de iCarly. Personnellement, je n'ai jamais regardé iCarly, j'avais pas le droit de regarder la télé quand j'étais petite, donc je ne savais pas du tout qui était cette personne, mais quand on voit un titre comme ça dans une librairie, on s'arrête et on réfléchit 2 secondes et on se dit je veux savoir. Et en fait, c'est l'histoire donc de la relation entre Jennette McCurdy, qui est l'autrice, c'est un mémoire, donc sa relation entre elle et sa mère qui était complètement toxique. Sa mère lui a fait faire des choses qu'à l'époque elle trouvait normales et que maintenant, quand elle y réfléchit, se rend compte que c'était pas normal du tout. C'est sa relation avec sa mère, sa relation avec son travail d'acteur, alors qu'elle ne voulait pas du tout ce travail, elle a enchaîné les auditions depuis qu'elle peut parler. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'elle aimait faire étant petite. Elle raconte grandir dans la précarité et dans la pauvreté avec une mère qui est complètement toxique, qui pète des câbles pour un oui ou pour un non, et un père qui est vraiment complètement passif. Elle raconte l'anorexie, la boulimie, tous les problèmes alimentaires par lesquels elle est passée et que pour la plupart c'est sa mère qui lui a donné, qui lui a transmis ces problèmes-là. La mère de Jennette McCurdy est décédée d'un cancer quand elle avait 16-18 ans et c'est là que sa vie est complètement tombée en ruine. Ça avait toujours été sa mère qui lui disait où aller, quoi faire, quand, comment, pourquoi. Là, elle n'avait plus aucune direction. Elle avait envie d'aller vers ce qu'elle avait envie de faire, mais d'un autre côté, pour honorer la mémoire de sa mère, elle avait aussi envie de rester dans son milieu d'acteur. Ce qu'elle explique très bien, c'est la tendance qu'on a à pardonner les morts et à les mettre sur ce piédestal parce qu'ils sont morts, et que c'est tellement facile de se dire s'il était toujours là ou si elle était toujours là, on aurait fait ça, on aurait parlé, elle m'aurait comprise, nanana. Et en fait on se rend très vite compte que de son vivant, cette personne n'a jamais changé une seule fois, n'a jamais été ouverte aux critiques qu'on pouvait lui faire, aux remarques qu'on pouvait lui faire, et que c'est pas parce qu'elle est morte que là maintenant, magicalement, soudainement, elle comprend tout. Et je trouve que c'est à la fois horrible et à la fois très beau. J'espère vraiment qu'elle va continuer à écrire, même si ça n'a rien à voir, même si ses écrits n'ont rien à voir avec ses expériences personnelles. Je pense que je lirai n'importe quel livre que cette autrice pourra écrire parce que elle a vraiment du talent, ça se sent dans ses mots. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Ce fut long. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne nouvelle année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre liste de livres préférés de l'année. Ça m'intéresse beaucoup de comparer ce que j'ai lu, ce que lisent les autres et tout ça. Et surtout, si jamais vous avez lu ces livres-là que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fait plaisir. Bisous tout le monde!